Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver encore ce matin dans votre matinale de l'information sur les antennes de votre chaîne de télévision Canal 2 Info. Canal 2 Info ce matin s'arrête dans cette matinale sur une page d'actualité notamment au Cameroun. On reviendra sur la libération de Maître Lidien Eyoum. C'était hier suite au décret signé du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, après quelques années passées en prison. Elle est désormais libre. Autre personne qui n'est pas pour autant libre, mais va rejoindre la prison centrale de Neubel-à-Douala. Lui, c'est Blaise André Sama, qui a été condamné hier à 6 mois d'emprisonnement ferme avec une amende de 1,5 million francs à payer pour destruction de biens publics. On parle notamment de la statue du général de Gaulle, le général Leclerc, sur le site de Bonanjo à Douala. On va également parler du Tchad à l'international. On ira là-bas voir un peu ce qui se passe au niveau des élections présidentielles, l'après-élection présidentielle, notamment la sortie de l'honorable Ngarleji Yoronga, qui est donc du côté de la France, a indiqué clairement que la Commission électorale nationale indépendante est à la solde du président de la République et que dans ce contexte, il est bien difficile de gagner une élection dans ce pays. On parlera aussi pour cette matinale de la Côte d'Ivoire avec le cas Simone Gbagbo, elle qui n'a pas été présente lors de l'audience d'hier. On indique clairement qu'elle était hospitalisée, même si la défense accuse des soins inappropriés pendant plus d'1 an. C'est la raison pour laquelle la cliente de plus en plus est obligée de se voir administrer des soins importants. Et on va aller du côté des Royaumes-Unis, pour voir un peu la candidature, notamment la démission au niveau du Parlement européen de Nigel Farage, ce que ça peut causer pour le bon fonctionnement de ce Parlement-là. Mesdames, Messieurs, voilà principalement l'ossature de cette émission sur votre télévision. Merci de nous retrouver. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce programme. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres encore une fois de plus en ce jour. Nous sommes le mardi 5 juillet 2016 au Cameroun. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une journée fériée et chômée sur l'ensemble des territoires nationaux, mais que non. On annonce plutôt cette journée pour demain, mercredi. Merci de nous rester fidèles une fois de plus. Nous commençons cette matinale de l'information avec une page d'actualité, notamment 2 ans après les attaques de Kolfata dans la région de l'extrême nord Cameroun, des attaques qui avaient vu ainsi être inquiété le vice-président de l'Assemblée nationale, le vice-président ancien vice-premier ministre Amadou Ali. Et donc, de ce côté-là, il a donc réussi à être extirpé, ancien vice-PM, voilà, j'en arrive. Et il a été par la suite reconduit en lieu sûr par les forces de défense et de sécurité du Cameroun. Aujourd'hui, on pense que 2 ans après, la situation sécuritaire a quelque peu été renforcée. Et ce type d'attaque à Kolfata n'a plus eu lieu depuis bien longtemps. Bonjour Fallon Tounia et merci d'être là ce matin. Bonjour Serge, bonjour Junior et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Effectivement, dans cette période de préparation de la fête de Ramadan, on se souvient encore qu'il y a 2 ans, lors de cette même période de préparation, le vice-premier ministre en charge des relations avec l'Assemblée avait été attaqué dans son domicile à Kolofata, son village natal. Et au cours de cette attaque, il y avait eu un enlèvement, celui de sa femme, et certains de ses domestiques avaient été tués. On se souvient que le bilan en vie de cette attaque était de 15 personnes, dont 2 éléments de la gendarmerie du Bir. Et dans cette même période, bien effectivement, le domicile du sultan de Kolofata, Sénié Boka, avait également été attaqué et il avait été enlevé lui aussi. Et aujourd'hui, pour cette période de préparation de la fête du Ramadan, la sécurité a été renforcée dans la région de l'extrême nord. Les lieux de grande concentration, dont les mosquées, les marchés, les grands carrefours, les supermarchés et même les églises ont été encerclés par les forces de l'ordre. Et le gouverneur de la région de l'extrême nord a bien évidemment sorti un communiqué qui faisait état du fait que les femmes et les hommes devaient être fouillés avant et à la sortie des mosquées pour la fête, et les plus grands carrefours de la ville devaient être sécurisés, et le couvre-feu est de 22 heures. Et il ne faut pas oublier de rappeler que le gouverneur a dit 7 heures
55 est l'heure d'arriver à la mosquée à partir de 8 heures. Tous les grands artères menant aux différentes mosquées ou aux lieux de concentration seront bloqués et personne ne pourra ni entrer ni sortir. Et on se rappelle encore que cette sécurité renforcée survient à une période où, le 30 juin 2016 dernier, il y a eu une attaque à Kolofata qui a eu pour dégâts 10 morts, d'où le sourcil de vouloir renforcer la sécurité afin de permettre aux musulmans de la région de l'extrême nord de bien célébrer la fête de Ramadan et de se sentir en sécurité dans cette période-là. Lorsqu'on sait encore que c'est pendant les événements de grande concentration que la secte islamiste Boko Haram profite pour frapper et causer le plus grand nombre de dégâts possibles. Le plus grand nombre de dégâts possibles à éviter pour cette période de fin de jeûne du mois de Ramadan. La sortie du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midia Bakari, rappelle quand même aux uns et aux autres qu'il faudra mettre une attention particulière, notamment ne pas perdre de vigilance et surtout dénoncer tout geste ou alors tout aspect suspect pour les personnes étrangères voulant retrouver votre site d'habitation en cette période très délicate. Et puis 2 ans après, on se souvient encore que Boko Haram a fait parler de lui dans cette zone et qu'on espère bien qu'en cette période fatidique, on ne pourra pas revivre cette même situation. En tout cas, les forces de défense et de sécurité nationale, avec l'appui du bataillon d'intervention rapide qui se mobilise sur le site, il y a quand même des efforts qui sont faits avec l'appui des pouvoirs publics, même si on déplore encore avec la dernière énergie ces rassemblements-là. Le cas dans un vidéoclub il y a quelques jours où là-bas, un kamikaze a activé sa charge en faisant des morts et même des blessés graves. Incident déploré par le gouverneur de la région qui a d'ailleurs à cette occasion présenté les condoléances aux familles ainsi durement éprouvées, les condoléances du président de la République et l'ensemble du peuple camerounais. On reste dans cette initiative pour revenir à vous, Junior Ossin. On rappelle en passant que Patrick Christian Nobon ne sera pas des nôtres ce matin pour des raisons de santé. En tout cas, il nous reviendra très bientôt pour que nous puissions ensemble faire des analyses. Voilà, avec vous, Junior, une situation qui n'est pas des moindres. On est à quelques heures de cette fête de fin de jeûne de Ramadan. Le gouverneur de la région demande un renforcement des capacités et surtout la vigilance aux uns et aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient être prises pour qu'on ne puisse pas avoir affaire à un éventuel ou alors à une éventuelle attaque des kamikazes de Boko Haram? Bon, déjà, merci et bonjour à tous de nous suivre tous les jours sur Canal 2 Info. Alors, concernant cette actualité, c'est simple. La première mesure qu'il faut prendre, c'est vraiment de garantir au plus, n'est-ce pas, la certitude de ces personnes, ce comité de vigilance. Il faudrait mieux renforcer ces secteurs-là, il ne faudrait pas négliger parce que ce sont des gens qui sont plus proches, n'est-ce pas, des mineurs proches du danger. Donc, il faudrait donner plus d'importance à cela. De notre côté, nous invitons aussi les imams de cette communauté à organiser quelques sensibilisations, bien évidemment, parce qu'au moins, ils ont un peu plus d'influence sur la population. Et peut-être une autre solution qui peut ne pas être négligée, c'est justement essayer de rassembler les enfants, de leur apprendre justement les bonnes manières tout au long de cette période, parce que les enfants parfois peuvent être négligés et on peut profiter, n'est-ce pas, de ces négligences-là pour, n'est-ce pas, flatter soit des bons mots. Donc c'est le moment, tout le monde doit se concentrer sur la fête qui s'organise en tenant compte, n'est-ce pas, que chaque acte qu'on pose aujourd'hui peut justement influencer la sécurité. D'où il faut comprendre les conseils des imams, comprendre les conseils des grands frères et suivre justement les ordres donnés par le gouverneur. Dans cette même perspective, d'ailleurs, le président de la République a encouragé les comités de vigilance. Il leur a offert du matériel de défense, de l'argent. Également, beaucoup d'entre eux, durant ces dernières périodes, ont même reçu des médailles donc d'encouragement pour le patriotisme et les actes de bravoure qui sont posés au quotidien pour œuvrer contre cette nébuleuse. On voudrait également saluer par la même occasion cette grosse rencontre qui a eu lieu dans le Nord Cameroun avec tous les imams, tous ceux-là même qui prêchent au quotidien là-bas pour faire un bilan de ce qui a été dit durant cette période du mois de jeûne de Ramadan. Peut-être juste une information qui n'a peut-être pas trait avec les musulmans, mais pour rappeler que de notre côté, c'est l'occasion aussi de remercier les forces armées qui se trouvent de ce côté-là. On se rappelle, il y a quelques jours, ce week-end justement, au Palais des Sports, il y a eu, n'est-ce pas, cette manifestation, ces grandes fêtes de la musique pour, n'est-ce pas, soutenir ces forces de l'ordre de ce côté-là. Donc, il faudrait penser à eux
pensez aussi qu'ils sont là pour protéger nos frères musulmans. Donc c'est l'occasion, n'est-ce pas, de retenir que la paix au Cameroun est très très importante. C'est une affaire de solidarité. La solidarité nationale, le temps de saluer ici le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun qui s'est investi à travers les 10 régions du pays pour reconforter davantage les frères musulmans dans la foi, de remercier également en passant toutes les associations qui œuvrent au quotidien, donc musulmanes qui œuvrent dans la lutte contre Boko Haram. On va sortir de ce sujet avec vous, Fallon Tounia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra ajouter? Est-ce que davantage, le gouverneur a apporté des précisions claires et nettes? Et puis 2 ans après Kolfata, est-ce qu'on a l'impression que ce type d'attaque est véritablement circonscrit et que durant la période qui aura lieu, qui marque donc la fin de ce Ramadan 2016, on n'est pas en point d'éventuels incidents? Après Kolfata, il y a de cela 2 ans, ce type d'attaque n'a pas été enregistré, mais les populations et même les autorités sont restées sur la sonnette d'alarme parce que de par le monde, les organisations djihadistes ont toujours profité de cette période-là pour attaquer et pour frapper encore plus fort. On se souvient encore que c'est pendant les périodes de grandes fêtes que beaucoup de personnes négligent la vigilance et oublient qu'ils sont dans un état de sécurité très fragile et se permettent de faire des choses qui pourraient être préjudiciables pour leur sécurité. Et c'est pourquoi le gouverneur a tenu à rappeler à toutes les populations de l'extrême nord qu'elles font partie également de ce système de sécurité et qu'elles devraient aider les autorités à mieux les protéger, c'est-à-dire se rassurer de poser les actes qu'il faut, comme Junior le disait tout à l'heure, garder sous leur protection leurs enfants, s'assurer qu'ils sont au bon endroit, s'assurer qu'ils ne sont pas en train d'enfreindre le couvre-feu, se rassurer de qui on a à côté de soi et dénoncer tout geste suspicieux que l'on remarque, soit auprès de soi, soit auprès de son domicile, et signaler aux autorités tous les grands artères de la ville, de la région de l'extrême nord, les forces de sécurité de l'ordre qui étaient déjà là-bas précédemment ont été renforcées parce qu'on sait qu'en cette période, beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans seront dehors et les imams n'ont pas cessé de rappeler et de sensibiliser et les fidèles et les voisins sur le rôle qu'ils avaient, sur le rôle et le comportement qu'ils avaient à tenir lors de ces fêtes. Merci Fallon d'avoir été là ce matin. On se retrouve forcément après-demain, si jamais demain c'est férié, demain mercredi. Merci d'être des nôtres. On rappelle également en passant qu'il y a des circonstances bien complexes parce que des commissions seront d'ailleurs mises en place pour voir dans quelle mesure mettre sur pied de véritables prêches et puis voir le suivi même de ces imams parce qu'il n'y a pas véritablement des écoles qui sont reconnues pour le prêche. Beaucoup partent de rien pour devenir des imams, ce qui est quelque peu condamnable. Donc le suivi sur le plan de l'éthique, de la moralité doit être encadré par le pouvoir administratif et même par les autorités camerounaises et qui ont l'occasion de revenir un peu et de mettre de la lumière dans ces différentes religions, notamment le cas de la religion musulmane, même si beaucoup disent qu'il faut voir un peu comme du côté des prêtres, chez les catholiques, qui après plusieurs années, finalement on devient prêtre, alors que chez les musulmans, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Tout le monde est ouvert à devenir imam. Il faut donc véritablement un encadrement à cet effet. On reste au Cameroun pour parler de cette grâce présidentielle obtenue hier, le cas de Maître Lydienne Youm, le président de la République, l'a donc gracié, elle qui avait été condamnée par les juridictions du Cameroun, une grâce présidentielle qui tombe à point nommé pour les observateurs très avertis. Le président de la République aurait-il eu des pressions? Aurait-il assuré là une force que l'on lui connaît si bien, la remise en liberté des personnes non seulement qui se seraient bien comportées dans les espaces d'incarcération, mais aussi qui ont des dossiers qui n'influencent pas véritablement dans le fond la vie politique du Cameroun. Beaucoup d'autres éléments peuvent être mis à l'actif, mais seul le chef de l'État sait dans quelles conditions il a signé cette grâce présidentielle. Justement, on en parle avec vous. Divine Api, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à Junior, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Eh bien, vous l'avez dit, la nouvelle est tombée hier. Le président de la République a ainsi gracié Maître Lydienne Youm, avocate française d'origine camerounaise, qui avait été ainsi donc jugée ou alors condamnée à 25 ans de prison ferme par le tribunal spécial. Eh bien, il faudrait dire que l'affaire remonte en 2004 où celle-ci, ou alors le ministre des Finances de l'époque, Polycarpe Ababa, lui avait demandé de mener une opération de recouvrement à la RGBC. Et bien peu après, celle-ci a été accusée d'avoir gardé une
partie de ces recouvrements-là qui s'élevait à plus de 1 milliard de francs CFA. Eh bien, les avocats de maître Lydienne Eyoum ont dit qu'il s'agissait plutôt des honoraires et pas des parties. Le temps pour justement de revenir à cette actualité qui concerne maître Eyoum, qui est désormais libre d'après ce décret signé du président de la République. Elle avait été condamnée à plusieurs années, notamment à 25 ans de prison au Cameroun dans une affaire de détournement de deniers publics. On parlait des milliards, de plus d'1 milliard de francs CFA, ainsi dans le cadre de l'affaire qui avait trait à l'époque à la gestion financière, ou alors à des affaires, des indemnités, même des émoluments, pour ne pas dire des honoraires d'avocat, donc qui étaient ainsi indûment perçus d'après l'État du Cameroun. Avec vous, poursuite, Divine. Justement, je disais que ces avocats disaient que c'est plutôt des honoraires qu'elle avait perçus et non une grande partie récupérée des recouvrements de la SGBC, comme disait ainsi le tribunal criminel spécial. Alors, c'est ainsi qu'un comité de soutien a été mis en place pour demander un certain, ou alors l'appel à François Hollande, le président français, pour qu'il puisse, si on peut dire ainsi, dialoguer avec le président de la République pour qu'elle puisse ainsi retrouver l'air libre. Alors, elle a été ainsi graciée et elle retrouve ainsi la liberté. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être il a été, vous l'avez ainsi souligné, a-t-il eu une certaine pression ou alors... Pas forcément une pression, ça rentre dans le cadre des prérogatives du chef de l'État qui peut décider de gracier dans le cadre de ses fonctions des individus durant toute une année. Il a donc choisi de gracier maître Lydienne Eyoum et forcément beaucoup ont de l'espoir quant à ceux qui sont condamnés et qui pensent que le président de la République pourrait s'arrêter sur leur cas. On ne citera pas de manière particulière quelques-uns d'entre eux, mais ils sont connus, ceux qui ont été rattrapés par l'opération Épervier qui se trouve du côté de la prison centrale de Yaoundé, Koundengui. On ajoute un mot avant de passer à notre sujet, Divine. Eh bien, je dirais juste qu'on attend que les autres qui ont espoir d'être, ou alors de recevoir la grâce présidentielle, puissent la retrouver. Une grâce présidentielle qui pourrait permettre davantage de réfléchir sur les conditions des uns et des autres, notamment l'opération Épervier. Et peut-être qu'on n'a pas forcément trouvé les fonds nécessaires qui pourraient être remis dans les caisses de l'État afin de libérer, mais de temps en temps, l'opération Épervier menée par le tribunal criminel spécial, derrière cela, a quand même de ceci de particulier, c'est qu'on retrouve un peu les fonds publics qui sont dispersés un peu partout et que les personnes soient condamnées et par la suite, même si la grâce présidentielle vient de libérer, ce qui ne sera pas toujours une opération assez facile. Un autre qui est condamné depuis hier au niveau du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, lui c'est André Blaise Essama, c'est un activiste très connu dans la ville de Douala. Il a été condamné pour destruction de biens publics, notamment le monument du général Leclerc, que ce n'est pas la première fois qu'il soit ainsi condamné également. Les faits d'accusation sont là, les condamnations ont été prononcées, 6 mois d'emprisonnement ferme et un montant de 1 500 000 francs CFA. Vous nous dites, Divine Happy, voilà un peu l'état de la situation. Eh bien, malheureusement ou alors heureusement, André Blaise Essama a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme et il doit payer des intérêts et dommages qui s'élèvent à 1 500 000 francs CFA. Et pourquoi? Pour destruction des biens publics. Alors, il faudrait le rappeler, ce dernier avait ainsi détruit le monument du maréchal situé à l'esplanade de la poste centrale de Bonandio. Bien après cela, il avait décapité la tête de ce monument-là parce que pour lui, ériger un tel monument, un monument des expatriés français ici, pérennise l'œuvre des colons. Pour lui, il faudrait plutôt ériger des monuments de nos héros, de nos martyrs dans nos places publiques. Une situation assez déplorable pour certains observateurs qui disent que la justice a manqué ici de clairvoyance. Clairvoyance pour bien d'autres, parmi les personnes qui ont
favoriser ces condamnations-là, d'ailleurs, qui avaient des plaintes à l'endroit de André Blaise et Samar. On aperçoit à l'image le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Antonin-Tounet, qui disait que par cette activité, il s'agit là de quelqu'un qui décide de saboter le bien public et mettre à mal le bien-être des citoyens à travers des monuments qui sont dressés par les pouvoirs publics, alors qu'aucune autorisation lui est dédiée pour effectuer ce type d'action. Donc, réprimé par la justice dans notre pays, le Cameroun, les faits sont établis, les faits sont clairs. Il est désormais condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, donc des amendes qui se chiffrent, vous l'avez dit, Divinapi, à 1 500 000 francs CFA. Et pour la petite histoire, ce n'est pas pour la première fois que André Blaise et Sama est ainsi condamné. Il avait été condamné il y a de cela quelques semaines de cela. Il a séjourné au sein de la prison centrale de Niebel à Douala, avec à la clé une amende oscillant autour de 150 à 200 000 francs CFA. On se souvient encore également que le comité de soutien qui a été mis sur place, et même son avocat, maître Jean de Dieu Momo, président national du parti politique, le PADEC, l'a défendu jusqu'à la dernière minute. Mais malheureusement, la justice a eu raison de lui en le condamnant. Il va donc retourner là-bas du côté de la prison centrale de Niebel. On sort de ce sujet pour ajouter, forcément avant de partir, on dit quelque chose de Vinapi. Est-ce que cette condamnation permettra à l'accusé de prendre conscience d'un certain nombre de choses? Est-ce qu'il est resté téméraire dans sa manière de voir que même 6 mois après, peut-être il sera rattrapé par les 1 500 000 francs CFA qu'il devra verser dans les caisses du trésor public? Est-ce qu'il va changer d'attitude? Est-ce qu'il reste dans son combat? Eh bien, il faudrait qu'on dise que lors même de l'audience, ou alors au tribunal de première instance de Bonandia, il était habillé par des tissus, justifiant ainsi la couleur du Cameroun, c'est-à-dire vert, rouge et jaune, qu'il reste patriote, qu'il reste ferme sur sa décision, qu'il continuera ainsi sa mission, parce que pour lui, c'est une mission qu'il va accomplir jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie, le téméraire André Blaise et Sama ne lésinera pas sur les moyens pour continuer cette campagne. Pour lui, il faudra se départir de cette habitude coloniale et même de ce masque qui nous empêche d'évoluer et de voir mieux le devenir de l'Afrique. Beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs des indiscrétions, font état de ce que André Blaise et Sama étaient derrière un projet qui voudrait faire ériger sur ce site le monument d'une personnalité dans les années 48, d'ailleurs qui a fait la force du Cameroun à travers l'indépendance et qui s'est battu ardemment dans la région du centre et puis dans bien d'autres régions du Cameroun. Il représentait un parti politique assez fort, le CRAB, notamment les couleurs noires et rouges. Lui, c'est le secrétaire général à vie, mais décédé aujourd'hui pour certains, et qui pensent d'ailleurs que Ruben Oubniobe a été d'un très grand apport. C'est pourquoi on devrait non seulement rendre hommage à tout cela, nos martyrs, André Moumié, Félix Moumié, et également bien d'autres, Wangé, et ils sont nombreux, Ndé Toumaza, qui sont décédés, mais pourtant qui ont milité au sein de ce parti politique pour œuvrer au profit de notre pays, le Cameroun. Donc l'Union des populations du Cameroun devait forcément avoir une représentation de ces personnalités-là pour qu'on puisse mieux les voir être érigés sur la voie publique et qu'on se souvienne quand même qu'ils ont œuvré davantage et qu'ils ont combattu le bon combat, comme on dit, pour le compte de notre pays, le Cameroun. Divine, merci et on vous retrouve tout à l'heure pour la suite des programmes sur Canal 2 Info. Merci à vous. En attendant, bien sûr, de voir d'autres intérêts sur la page nationale, on va dire aussi que dans cette même veine, ça c'est une page d'actualité simple pour dire que la présidente du conseil d'administration, Aminata Ouaïdiou, a pris fonction hier. Elle a été installée au niveau du palais de congrès de Yaoundé. Elle est donc le président du conseil d'administration remplace Mme Tokpanou à ce poste-là. C'est l'installation qui a été présidée par le ministre camerounais en charge donc des arts et de la culture, le professeur Mouele Kombi. C'était devant un parterre impressionnant de personnalités. D'ailleurs, le palais des congrès de Yaoundé, qui était en activité depuis 1 an. Donc, les travaux ont repris là-bas sous la bannière de son directeur général, Christophe Mienzok, qui entend travailler davantage pour redorer le blason de ce palais-là. Nous quittons le Cameroun pour aller à l'international en essayant de voir ce qui s'est déroulé là-bas dans le pays de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire.
on va réfléchir un temps soit peu sur des raisons profondes, même si on indique que la principale accusée qui a été d'ailleurs à l'actif des événements post-électoraux, on dit là-bas que pour l'élection qui s'est déroulée entre 2010 et 2011, Simone Gbagbo a été fragilisée par la sortie d'un dernier militant pro-Gbagbo qui dit là-bas avoir reçu des moyens nécessaires pour la répression. Mais le procès qui s'est ouvert hier au tribunal à Abidjan a donc vu l'absence de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui pour la partie donc de la défense des avocats qui disent qu'elle ne pourrait pas être à ce procès parce qu'elle a fait plus d'1 an en détention sans suivre des soins de santé adéquats. C'est pourquoi on peut comprendre aisément aujourd'hui qu'elle soit véritablement absente. Avec vous, Junior Océan, on va revenir sur ce procès qui tout de même commence à prendre un peu de l'ampleur. Est-ce que Simone Gbagbo pourra finalement être présente et aujourd'hui elle est absente à ce procès-là? Qu'est-ce que cela présage? Bon, tout simplement une stratégie de la défense, à mon avis, du moins à notre avis, vu ce qui se passe. Alors, un malaise qui survient alors que vous êtes entendu au parquet, ça commence à être très très intéressant. Surtout que ce malaise intervient au moment où il y a eu une charge contre elle qui a été, n'est-ce pas, faite par un citoyen qui dit, n'est-ce pas, qu'il a été, n'est-ce pas, rassuré par la dame de défendre, n'est-ce pas, son mari Laurent Gbagbo. Alors, il faut voir aussi de notre côté que les avocats essayent de trouver des mécanismes pour prouver l'innocence de Simone Gbagbo. Ils expliquent tout simplement que Simone Gbagbo, depuis son incarcération, n'a pas suivi de soins sanitaires. Alors, c'est une manière aussi de rappeler à la justice, de jeter un regard sur les accusateurs, de voir, de tenter de mettre l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation où elle se trouve, elle a besoin, n'est-ce pas, d'être soutenue par un parti. Et ce parti, puisque les stratégies qui sont pour l'instant mises en jeu, ne permettent pas facilement de l'innocenter. Alors on trouve quelques petits mécanismes comme les malaises, la santé, etc. etc. Donc pour l'instant, voyons cette stratégie à notre avis et on espère probablement que ça peut réussir parce que le paquet s'est, n'est-ce pas, trouvé rassurant. Donc le paquet n'a pas essayé de compliquer la situation. On a donc compris l'absence de Simone Gbagbo. Elle est sans doute dans un malaise, mais on espère qu'une fois rétablie, elle viendra devant la barre. Justement, qu'elle viendra devant la barre. Elle a d'ailleurs fait plusieurs reprises, on peut l'apercevoir sur les images. Elle est sereine devant les juridictions compétentes. On regarde également ses avocats. Elle qui est accusée de crimes contre l'humanité au lendemain de la crise post-électorale qui est de 2010 et 2011. On va également dire qu'elle a le soutien du Fonds populaire ivoirien et bien d'autres partis politiques qui accompagnent le combat mené par l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, aujourd'hui détenu au niveau de la Cour pénale internationale, où il devra répondre d'autres chefs d'accusation, et puis avec lui, son lieutenant, donc fidèle, qui est resté, lui, le commandant des jeunes, Charles Blé Goudé, qui était ministre de la Jeunesse à son époque. Donc tous sont en train de répondre des chefs d'accusation, notamment qui portent sur les crimes contre l'humanité retenus contre au niveau de la Cour pénale internationale. Et puis on va parler également toujours de Charles Blé Goudé qui dit de la CPI, je reviendrai. C'est le titre d'un ouvrage qu'il a commis étant en prison et qu'il a mis à la disposition de ceux qui veulent connaître l'histoire, la vie de la Côte d'Ivoire pendant et après la crise post-électorale, ce qui s'est déroulé, sa part de vérité à connaître. On va également souligner que la Côte d'Ivoire est dans un climat en ce moment de discussion, disons-le ainsi, entre les partis politiques de l'opposition et le parti au pouvoir, parce que beaucoup sont contre les nouvelles décisions qui pourraient être prises par le Parlement ivoirien sous la solde, on le dit entre guillemets, du président de la République, avec à la clé, on le dit, la création d'un poste de vice-président de la République et bien d'autres qui ont trait donc à son mandat présidentiel. Les partis politiques de l'opposition se sont donc tous ligués, parmi lesquels le Front populaire ivoirien, conduit par Afin Guessan, qui dit là-bas ne pas épouser les idées qui sont véhiculées dans le cadre d'une éventuelle élection présidentielle. Donc l'opposition prend véritablement son envol aujourd'hui et dit non, dans une certaine mesure, au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Nous quittons
la Côte d'Ivoire pour se déporter du côté du Tchad. Là-bas, on va voir la situation politique qui n'est pas des plus réluisante. La sortie ces derniers jours, notamment, c'était hier sur les antennes, avant-hier, hier, sur les antennes de Radio France Internationale, dans le cadre d'une interview accordée à Christophe Boisbouvier, l'un des leaders politiques de ce pays, notamment Ngarleji Yorunga, l'honorable député, président du parti, donc Fédération Action pour la République, s'est donc trouvé du côté de la France. Là-bas, dans le cadre de cette interview, il a dit que la CENI n'est pas crédible et que cette commission électorale nationale indépendante est à la solde du président de la République, Idriss Déby Itno, et que dans ces conditions-là, il est très difficile de pouvoir gagner une élection présidentielle, notamment dans ce pays. Lui qui a eu beaucoup de problèmes bien avant par cette même CENI, alors qu'il a plus d'une vingtaine d'années passé à la tête de son parti politique, le FAR. Ngarleji Yorunga, qui ressurgit, refait un peu parler de lui. Est-ce qu'il va quitter la scène politique de ce côté-là du Tchad, parce qu'il estime qu'on ne peut pas avancer fondamentalement avec à la tête toujours le président Idriss Déby Itno? Est-ce que cette sortie est opportune? Est-ce qu'il vient là remettre devant de la scène la crédibilité des organes en charge de la gestion des élections dans nos pays? Alors, Serge Bondier, j'attaque avec une affirmation que ce député a fait sur les antennes de RFI. Il dit « On cherche les poux sur ma tête toute rasée ». Alors, c'est clair et ça dit tout. On se rend compte évidemment qu'aujourd'hui, en Afrique, toutes les stratégies doivent être développées parfois pour éliminer un opposant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, malheureusement, le cas est arrivé pour notre député qui se trouve donc pris au piège. On se rappelle quelque temps que sa candidature a donc été rejetée tout simplement parce que au moment où il a déposé, n'est-ce pas, ses dossiers, parce que c'est parmi 29 autres, 29 autres dossiers déposés, il y a 9 qui ont été, n'est-ce pas, rejetés, si je ne me trompe pas, 9 qui ont été rejetés, et bien sûr, parmi ces 9, il y a donc celui de notre député. Alors, malheureusement, son dossier n'avait pas de photo ni de logo. Alors, pour lui, il dit tout simplement que c'est une affaire assez simple de manigance, de manipulation, de complot. Au moment où il décide donc de refaire dans les dossiers et de revenir déposer ses dossiers, bah oui, il arrive, c'est terminé, c'est bloqué déjà. Donc la date était déjà passée. Alors aujourd'hui, sur les antennes des RFI, il a bien dit que tout ceci ressemble à une manipulation et que bien sûr, il ne fait plus confiance à la CENI. Une CENI d'ailleurs qui semble pour lui comploter avec le parti au pouvoir. Donc désormais, permettez quand même, c'est de dire qu'il a quand même fait un recours, mais il n'attend rien, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle parce qu'il sait que sa candidature forcément ne sera pas retenue. Une candidature qui ne sera pas retenue. On se souvient également que Ngarleji Yorunga, ils sont nombreux, les opposants au régime d'Idriss Déby Itno, parmi lesquels Mama Saleh, qui ont toujours fait part de leur indignation dans une élection dans ce pays-là qui n'a pas forcément favorisé leur avantage. Il faut quand même dire, Serge Bondier, que vous avez parlé tout à l'heure d'un opposant, Saleh Kezabo. Bon, l'opposition a décidé de ne pas boycotter les scrutins comme dans les années 2000, 2011 et 2006 et 2011. Donc ils ont quand même voulu, n'est-ce pas, participer à ces élections sans boycotter, mais ils veulent se rassurer qu'ils seront mieux représentés dans certains bureaux de vote, parce qu'ils savent déjà ce qui se passe. Donc l'opposition a donc décidé de réagir de manière responsable. Donc nous félicitons d'ailleurs cette volonté de participer à ces scrutins-là, c'est déjà une bonne chose. D'une autre manière aussi, c'est de montrer que l'opposition ne baisse pas les bras dans des États trop autoritaires. Donc cela est un chemin qu'il faudrait à chaque fois encourager dans les États africains, même si parfois les manipulations qui peuvent arriver sont parfois logiques et justifiées. Mais cela n'implique pas qu'on doit se retirer du scrutin à un moment aussi précis de la vie d'un pays. Également, on le rappelle que les visées d'un parti politique sont notamment la conquête du pouvoir. Mais on va rester avec vous, Junior Ossin, pour faire un peu le tour de la revue de presse cybernétique, pour voir un peu ce qui a été dit dans le web depuis ce matin. C'est vrai que c'est un travail de fourmi. On vous a mis aujourd'hui à la manœuvre, et c'est comme ça qu'on vous moule au quotidien. Voilà, avec vous la revue de presse cybernétique, on évolue. En tout cas, mesdames et messieurs, devrais-je encore dire bonjour. En tout cas, il y a ceux qui sont si fidèles à la revue cybernétique, donc j'en profite pour vous dire bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir tous les matins sur Canal 2 Info. Très rapidement, on attaque avec Euronews.com qui, ce matin, fait un tour dans l'espace avec le site Euronews.com qui nous signale que la sonde Juno est mise en orbite autour de Jupiter. Selon le site, c'est une première étape qui devrait durer plusieurs mois.
On poursuit donc avec Le Monde.fr qui ce matin donne un compte rendu sur le scandale de l'or de la rivière Olindir, pillé par une société chinoise, c'est en RDC. Pour cela, 4 stratégies ont été développées par les Chinois, précise le site lemonde.fr. Poursuivons avec IZF.net. Zimbabwe, répression policière brutale d'une manifestation de chauffeurs de bus selon le site IZF.net. La police a reprimé à coups de matraque une manifestation de chauffeurs qui protestaient contre la corruption policière. RFI.fr ce matin s'arrête au Cameroun où l'avocate française lydienne Yen Eyoum libérée. Selon le site, elle avait été arrêtée au Cameroun en janvier 2010 et accusée de détournement de deniers publics. Elle avait été condamnée à 25 ans de prison par le tribunal criminel spécial dans le cadre de l'opération Épervier. Terminons donc avec le point.fr qui s'arrête au bac 2016. C'est en France. Conseil à ceux qui ont échoué. Le point.fr rapporte des propos recueillis chez le psychiatre Alain Braconnier qui donne à ceux qui n'ont pas eu leur diplôme les clés pour, n'est-ce pas, faire face au revers. D'ailleurs, c'est ainsi que nos futurs candidats, ou bien nos candidats qui attendent les résultats peuvent d'ailleurs consulter sur le point.fr ce matin. Merci, on va aller rapidement avec vous sur un autre aspect très important de votre intervention, Euronews.com, qui parle de la sonde. De quoi s'agit-il exactement? Bon, en fait, après 5 ans, déjà, la sonde Juno, c'est une... c'est un satellite qui permettra, n'est-ce pas, à nos experts du ciel d'observer certains mouvements. Et bien sûr, après 5 ans de voyage, la sonde Juno a donc réussi à se rapprocher de Jupiter, donc lancée à 64 km par seconde, 64 km par seconde, sur une distance de près de 860 millions de kilomètres de la Terre. Bon, ce n'était pas assez évident pour ces chercheurs, mais quand même, l'espoir est arrivé. Alors, d'ici une centaine de jours, la sonde se rapprochera bien évidemment de Jupiter, de cette orbite géante entre 10 000 et 4600 km, n'est-ce pas, au-dessus des nuages. Donc, en attendant, la sonde Juno va durer plusieurs mois, et doit bien évidemment tenter d'éviter plusieurs obstacles, entre autres, cette couche d'hydrogène très très épaisse qui se comporte comme un aimant immense. On reste avec vous, forcément pour sortir par là, avec les différentes unes, les publications parvenues à nous ce matin, notamment les journaux qui sont à retrouver dans les kiosques dans la ville de Douala. Vous commencez par le journal Aurore Plus de Michel Moussala. Alors, Aurore Plus, ce matin, titre « Exclusivité, la décision de l'ONU demandant la libération de Marafat Hamidou Yahya ». Toujours à lire dans Aurore Plus, Carmeco, scandale autour du retour du Dja. Poursuivons avec notre journal, la nouvelle expression qui titre « RDPC, le punch des légions cuétées ». On termine avec le messager. Oui, tension sociale, j'arrive pas à lire. Camerounisation. Justement, alors, décameronisations, j'y arrive. Alors, décameronisation des cadres à la Perenco. Et aussi à lire dans le journal TPI, André Blaise Essama, condamné. Merci Junior Hossein d'avoir été là ce matin. En tout cas, on revient avec vous forcément avant de conclure cette émission pour cette gymnastique, sur tous les plans. C'est une grande première et tous nos encouragements. On va justement recevoir quelqu'un d'autre, lui c'est Aimé Moukoko, avec qui on parle de sport. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent et naturellement aux sportifs. On commence par le judo en parlant de comité national. Le tournoi Open de judo a rassemblé les meilleurs du littoral et d'ailleurs. Il faut dire que samedi dernier, dans le dojo du club Perenco en Okoti, il n'y avait pas que les clubs du littoral qui étaient présents à cette très grande fête du judo. Pour toutes les catégories, quand on parle de Open, c'est dire que tout le monde peut y prendre part. On a eu des athlètes du littoral et ceux de l'équipe nationale du Cameroun qui préparent déjà, il faut le dire, les championnats nationaux dans quelques semaines. Donc le judo était au menu le week-end dernier avec de très bons combats, surtout chez les plus petits. On aura tout à l'heure dans Chronosport à développer toutes ces informations. Et puis après le judo, on passe à l'athlétisme avec Usain Bolt qui ne va pas participer aux Jeux Olympiques
du fait qu'il soit blessé, vous le dites. Voilà, on est encore dans l'interrogative parce qu'en principe, il devrait se qualifier pour le tournoi national, désormais pour les Jeux Olympiques. Chaque pays doit avoir ses différents ambassadeurs. Usain Bolt a eu donc une blessure aux ischio-jambiers, donc il n'a pas pu prendre part à la dernière compétition qualificative du côté de la Jamaïque. Et en principe, ne devrait pas prendre part au JO, même s'il se rétablissait. Est-ce qu'il y aura une mesure particulière pour le tenant du titre, champion du monde, champion olympique? On se pose encore la question, mais pour l'instant, il a de gros soucis avec sa santé et aussi avec l'organisation et le règlement des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et après, on va évoquer tout de suite le cyclisme avec les Africains du Tour de France, édition 2016, qui se poursuit du côté du pays de François Hollande. Voilà, ils sont nombreux, 5 au total. On aura le détail tout à l'heure avec les images de ces différents cyclistes qui prennent part à la grande boucle depuis samedi dernier. 5, dont 3 Sud-Africains, 2 Érythréens. Voilà donc en compilé maintenant de façon individuelle. On va voir les images de chacun d'eux. Il y a un qui est connu pour avoir déjà la saison dernière remporté, ça c'est un Sud-Africain, celui qui a remporté la première étape de l'année dernière. Lui c'est un Érythréen qui lui aussi est désormais sur les listes. On va faire un profil pour chacun d'eux tout à l'heure dans Chronosport. Un jeune aussi Sud-Africain qui fait partie justement de ces différents coureurs. Je rappelle qu'on ne court pas par pays mais par écurie. Sinon quand on compte les Africains de façon individuelle, eh bien, il y a ces 5. Et le tout dernier en image qu'on va voir dans un instant, eh bien, c'est celui qui a justement le dernier en image qu'on va voir, c'est celui Tekle Aymanot. Voilà, j'essaie de prononcer comme je peux. C'est lui qui a remporté la saison dernière la première étape du Tour de France 2015 l'année dernière. Donc, il est encore là. En tout cas, vous aurez les détails. Et autre précision dans Chronosport. Mesdames, Messieurs, on va dire merci à Aimé Mokoko qui était encore là ce matin. Ben, le plaisir est renouvelé. D'ailleurs, qu'à 10h, au pile poil, on revient et on parle aussi du championnat national de basketball pour jeunes U18 qui est en train de se passer en ce moment précis du côté du club Kamwata et on aura forcément les détails avec le reste de l'équipe. Voilà, donc ce sont des rendez-vous que vous devez forcément aduler depuis quelque temps sur cette antenne avec Aimé Mokoko et toute la Dream Team forcément sera là dans les coups de 10h pour Chronosport. Ne manquez pas le rendez-vous, ils seront tout comme nous en direct. Et puis à 10h30, ce sera la revue de presse et bien d'autres émissions sur votre chaîne que vous avez l'occasion de suivre. On va dire merci à toute la grosse équipe de production de cette matinale de l'information qui est d'ailleurs en place, à tous les chroniqueurs. On va dire merci à Divinapi, merci à Fallon Tunia, merci à Aimé Mokoko, merci à Junior Oussin. Bon exercice ce matin. Ah, merci. Mais j'aimerais peut-être avant qu'on sorte, il y a quand même un sujet qu'on devait en parler. En tout cas, si c'était important. On vous écoute, on parle du Royaume-Uni. Avec la candidature de Nigel vous Farage, savez, il a démissionné du Parlement européen. téléspectateurs. C'est vrai, il a démissionné du Parlement européen. Quelle sera donc la suite? Bon, alors, il faut dire que ça fait aujourd'hui 10 ans que, n'est-ce pas, ce type à la tête de ce grand parti anti-européen et bien sûr anti-européen et xénophobe, n'est-ce pas, se battait pour que les Royaumes-Unis sortent justement de l'Union européenne. Bien sûr, c'est fait. Il a annoncé il y a quelques jours seulement que son boulot a été fait. Il a atteint ce qu'il voulait. Donc maintenant, il jette l'éponge. Il peut maintenant chercher sa vie parce qu'il a donné au parti. Alors, qu'est-ce qui va suivre maintenant après la succession? On dit que le parti va sans doute se dégrader, va s'étendre parce que le leader est parti. Ben non, le parti pourrait s'éteindre s'il n'arrive pas à défier, n'est-ce pas, ces challenges au niveau du pouvoir. Bref, on croit quand même que ce parti va rester si, justement, le Conseil d'immigration réclame encore Farage sur le tapis, en fait. Eh bien, madame, messieurs, merci pour tout et à bientôt sur cette antenne. Au revoir.